Bonjour tout le monde et bienvenue à Loin de Sans Foot. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sidney Fowell pour une émission hyper chargée où on va parler de Coupe du Monde 2026. Qu'est-ce qui se passe avec la candidature de Montréal, convention collective en MLS, des amendements au règlement qui va permettre des changements supplémentaires en Angleterre pour des joueurs qui seraient pris avec des problèmes de commotion cérébrale en cours de match et évidemment à la fin de tout ça. On répondra à vos questions dans notre segment Sujet chaud. D'abord, les gars, comment ça va? Ça va bien, Très bien, merci. merci. Toi? Ça va super, j'allais dire, ça va super bien. Qu'est-ce qui se passe, là, Jean, avec la candidature de Montréal? On était tout excités au début de la semaine parce qu'on apprenait que les choses se remettaient en branle avec 23 villes au Mexique, aux États-Unis et au Canada qui étaient toujours candidates, avec 16 qui seront choisies au final. Du moins, c'est ce à quoi on s'attend. Trois villes au Canada, Edmonton, Toronto et Montréal. Et là, tout d'un coup, hier, jeudi, je pense qu'on peut qualifier ça de bombe. Le gouvernement provincial, de ce qu'on comprend, qui avait donné son appui à la ville de Montréal pour sa candidature, retire les 100 quelques millions qu'on aurait dû investir. C'était la contribution provinciale pour retaper, en bon français, je pense que c'est le mot qu'utilise à la FIFA, ça, pour retaper le stade olympique. Ça fait quoi dans tout ça? On parle d'un dossier qui est toujours en vie du côté de la ville de Montréal, mais sans l'appui du gouvernement provincial, on oublie ça. Je pense que oui. En tout cas, je pense que ça présente mal pour la candidature de Montréal. Pour l'instant, bon, ce à quoi on s'accroche actuellement, c'est que normalement, dans le projet 2026, il y a 3 villes canadiennes pour Ouais. 10 matchs. Or, il n'y a que pour l'instant 3 candidatures. Donc, en ce moment, on est vraiment carré. Simplement, ce que Caroline Proulx, la ministre du Tourisme, a dit hier, c'est que le gouvernement s'aperçoit que ce qui était un investissement au départ, une cinquantaine de millions est en train de passer à plus de 100 et que très clairement d'ici 2026, ça va encore augmenter. Et quand tu regardes un petit peu ce qui s'est passé dans d'autres cas de Coupe du Monde, ce chiffre-là va continuer d'augmenter jusque pour les 3-4 années qui viennent. 100 millions, honnêtement, c'est rien du tout pour le moment. Et on fait face à des coûts beaucoup plus importants uniquement pour le stade olympique et uniquement pour 3 matchs. Je pense que c'est là aussi qu'il y a un frein net. C'est au bout du compte, les retombées économiques, elles vont pas forcément être si grandes que ça vis-à-vis d'un investissement pour le stade olympique. Mais dans le fond, ce qu'on est en train de dire, Sid, c'est que le stade n'a pas de vocation qui va au-delà de ces trois matchs-là. Mais je veux dire, il y en a, là. Il y a des spectacles qui s'offrent là. Il y a du motocross, par exemple. Il y a quelques matchs. Il y avait quelques matchs de l'Impact là, avec le CF Montréal. On présume qu'il pourrait y en avoir de moins en moins. Est-ce qu'il est là? À ton sens, le problème, c'est qu'on n'est pas capable de justifier au-delà de la Coupe du Monde ce qu'on investirait d'ici là dans le stade olympique? Le problème, effectivement, est que lorsqu'on pose l'équation comme ça, et on a un vrai problème puisque le coût investissement-bénéfice est trop faible de 3 matchs, malgré qu'il faudrait, je pense, un peu raffiner l'équation avec les créations d'emplois, le tourisme, les gens qui viennent ne vont pas venir juste pour un match ou même deux, ils peuvent rester sur une longue période, il y a quand même énormément d'injections d'argent, et les bénéfices sur le moyen terme, sur vraiment avoir des meilleures infrastructures. Et c'est là où je pense que le bas blesse, c'est que on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on fera dans le futur avec ce stade, et qu'il n'y a pas forcément des équipes en place pour s'assurer de le remplir d'un point de vue événementiel, qu'il n'y a pas une vision d'une équipe qui serait résidente, et qu'on est toujours avec un problème qu'on repousse, jusqu'à se rendre compte de passer à côté d'un rendez-vous comme la Coupe du Monde 2026. Parce que je pense que c'est très important ce qu'a dit Jean. Il faut rappeler qu'il y a normalement 3 villes canadiennes qui devraient être retenues, et qu'il y a 3 villes canadiennes qui sont candidates.
Tu vois, Mhm. c'est quand même assez fascinant de voir maintenant une très forte possibilité que il n'y ait que deux villes canadiennes et que la troisième place qui était un dû sera donnée à une ville probablement américaine. Donc c'est Mhm. hallucinant qu'en 2026, on soit en train de discuter de problèmes que si même on fouille il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, qui était parfaitement anticipé sur l'avenir du stade et les infrastructures sportives de la ville de Montréal. Si on bascule, Jean, maintenant sur les autres villes canadiennes, concrètement, là, moi, je me pose la question parce que c'est à partir de quoi? Des quarts de finale où on est seulement aux États-Unis ou est-ce que c'est les demi-finales? Je me souviens plus. Non, car. Bon, à partir des quarts de finale, ça veut dire que entre le premier jour du tournoi et les huitièmes, il faudrait que tu joues 5 matchs à Toronto et 5 matchs à Edmonton. Tu sais, je sais là, que la qualité des terrains est déjà extraordinaire maintenant par rapport à ce que c'était avant, mais pour faire tourner les supporters qui viennent, parce que là, c'est pas tout le temps le même pays qui joue au même stade, t'assurer que la pelouse est en bon état aussi. Est-ce que tu peux jouer 5 matchs de cette ampleur-là, 5 matchs de Coupe du Monde dans un laps de temps aussi court? Ben, c'est compliqué. C'est compliqué parce que 2026, l'une des marques de 2026, c'était l'ouverture de la Coupe du Monde à 48 pays. Ce qui demande un Mhm. calendrier extrêmement serré, extrêmement bien organisé, pointu, et en particulier sur l'utilisation des stades. Donc là, ce que tu es en train de dire, effectivement, c'est de jouer plus de matchs dans deux stades, dans un laps de temps extrêmement réduit. Je ne suis pas sûr qu'effectivement deux stades soient capables de recevoir ces 10 matchs dans ce laps de temps très court, dont en particulier le premier tour, parce que le premier tour, ça va rouler à une vitesse extrêmement rapide. Donc concrètement, il y a un problème très net. Et le problème, qu'est-ce que tu veux faire? Parce qu'on sait qu'au départ, Vancouver avait dit non, et que le gouvernement de Colombie-Britannique avait dit non, non, nous, on ne veut pas rentrer là-dedans. Donc Vancouver, c'est pour le moment, en tout cas, hors question. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Deux terrains pour l'instant, deux stades pour l'instant pour 10 matchs. Dans ce laps de temps dont on vient de parler, j'ai du mal à voir comment c'est possible. Et j'ai du mal à voir la FIFA accepter ce genre de compromis. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Faire que deux villes avec moins de matchs? Parce que ça, au bout du compte, à quoi on arrive? Jouer moins de matchs au Canada, là, ça ferait Mhm. extrêmement mal à la candidature. Ben oui, parce que là, c'est tout d'un coup l'Association canadienne de soccer et à quelque part, puis je ne sais pas à quel point ça, c'est suffisant comme feeling pour faire bouger l'aiguille puis peut-être débloquer des fonds pour aider, mais tu as le gouvernement fédéral, tu as le Canada au complet à quelque part qui perd là-dedans parce que nous, on le regarde de manière un peu nombriliste parce qu'on est intéressé d'avoir des matchs puis voir le mode du stade sur les images de la FIFA un peu partout, mais au-delà de ça, c'est une ville canadienne. Là, à un moment donné, si tu as 3 villes mexicaines, tout le reste des villes sont américaines à part 2 au Canada. Oui, c'est une candidature unie, mais avec BC qui n'est pas là, Montréal qui n'est pas là, ça fait Yeah, ça... bancal. Ça fait bancal, pas à peu près. Et Sid, je veux t'entendre sur les répercussions potentielles sur le CF Montréal parce qu'il y a un gros momentum à saisir si tu as des matchs à Montréal. Ça va être extraordinaire ce qui va s'en venir au cours des prochaines années parce que tu vas parler de soccer au sens large. Ça va être le plus haut niveau sur la planète qui va se déplacer ici, dans la métropole. En revanche, si tu n'as pas ça, puis je ne suis pas en train de dire que ça fait partie du plan principal du CF Montréal, ils ont assez de dossiers, on va en parler dans quelques instants, sur leur table en ce moment, mais c'est vraiment quelque chose que tu veux voir se passer dans ta course, c'était le CF Montréal ou Kevin Gilmore, par exemple. Oui, bah, oui, effectivement, c'est l'événement le plus regardé au monde. C'est tous les projecteurs qui sont braqués. C'est un influx énorme d'argent. C'est de nombreux partenaires qui veulent s'associer à cette popularité du soccer. Et généralement, bah, après, ce qui reste, c'est les instances qui sont déjà là, Mhm. les organisations qui sont déjà présentes, dont le CF Montréal, une vitrine extraordinaire. On le sait, lorsque
le Real Madrid est venu, lorsque Chelsea est venu, ils ont utilisé le centre Nutrilé. Forcément, il y a des équipes qui viendront s'entraîner au centre Nutrilé. Les images qui vont sortir, l'investissement en termes de potentiel recrutement aussi, c'est fou. Les retombées pour le CF Montréal, il y a des équipes qui vont utiliser le Stade Saputo aussi comme base d'entraînement. On s'entend, 40 000 places, c'est le minimum. La Coupe du Monde 2026 n'aura pas lieu au Stade Saputo. C'est pour ça que je parle d'entraînement. Mais il y aura des bénéfices clairs pour le CF Montréal. Donc, c'est là où c'est vrai que je ne réalisais pas d'ailleurs même la dimension canadienne du fait que lorsque la campagne s'est faite conjointement avec le Mexique et le Canada, un nombre de matchs minimum était évidemment attribué au Canada et que un départ éventuel de Montréal, au niveau de la SIS, tout d'un coup, on se pose la question, mais est-ce que cette candidature nous concerne, est-ce que cette Coupe du Monde nous concerne vraiment, ou c'est une Coupe du Monde états-unienne et puis on est mis de côté? Bon, on revient maintenant, on poursuit notre segment à domicile, Sid, avec ce qui s'est passé au cours de la dernière semaine dans l'univers du CF Montréal. Yuka Raitala qui a été échangé, ses droits du moins ont été échangés à Minnesota. Fermeture de la parenthèse, très honnêtement, j'ai rien d'autre à dire là-dessus, puis on ne perdra pas notre temps là-dessus non plus. C'était pas une grande En fait, la surprise là-dedans, c'est que l'Impact avait encore quelque chose à aller chercher dans son départ vers une autre équipe de MLS, parce qu'on pensait qu'il était parti puis qu'on n'entendrait plus jamais parler. Maintenant, ce qui a fait couler beaucoup d'encre ou beaucoup réagir, c'est un article dans la presse cette semaine où Justin Kingsley, co-directeur de la création, qu'on a vu lors du dévoilement de la nouvelle image de marque du CF Montréal, a sorti plusieurs chiffres intéressants. J'ai hâte de voir ceux qui t'ont intéressé davantage. Des chiffres sur l'argent qui a été dépensé ou encaissé à la boutique. On parle de 54 000. Je pense que c'était la journée même ou dans les journées qui ont suivi le dévoilement. On présume que c'est pour de la nouvelle marchandise. On a fait une comparaison avec les chiffres du passé. Je les comprends. Moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'il y a des gens qui ont acheté. C'est pas tout le monde qui était en beau fusil qui trouvait ça laid. Il y en a qui ont décidé de dépenser un peu d'argent. Mais là, de le mettre en contraste avec les années passées, où de toute façon, on comprend que tu avais arrêté de produire de la nouvelle marchandise, tu savais que tu allais changer ton brand, c'est là où on ne sait pas trop comment ces chiffres-là vont évoluer. Je pense que c'est là que ça va être le plus intéressant. Après, les chiffres qui ont beaucoup fait réagir, c'est ceux sur un sondage de la MLS qui évalue que 35 des gens ont eu des réactions sur les médias sociaux au Québec ont été négatives. Le reste, c'était soit positif ou neutre. D'abord, qu'est-ce que tu penses de ces chiffres-là et comment tu as réagi en voyant que le club se dit maintenant en mode écoute pour comprendre ce qui a vraiment irrité ces 35 qui ont réagi négativement sur les réseaux sociaux et comment pouvoir les servir par la suite? Alors, tout d'abord, ce qui m'a vraiment intéressé, c'était la réponse du club et j'étais dans l'attente de savoir quelle serait la première réponse officielle des parties prenantes, dont Justin Kingsley. Entre-temps, il y a eu le renouvellement de contrat de James Pantemis, il y a eu l'échange de Dorucci, il y a eu, comme je dis, l'échange de Raitala et ça, c'est vraiment passé sous le radar. Ça n'intéresse strictement personne, donc il faut être assez honnête sur les gens qui nous disent de parler de foot. Maxi Urruti qui est parti, ça nous intéresse quand même pas mal un peu. On va peut-être en reparler plus tard, là, mais c'est monumental. On pensait jamais voir le jour. Ceci dit, je comprends le contraste que tu fais. Ça ne nous intéresse pas autant de voir la réaction des autres instances. Exactement. Et donc, moi, j'avoue, à partir du moment où j'ai vu le nom de Justin Kingsley popper dans l'article de la presse, j'avais vraiment tout d'un coup une curiosité. Au niveau des chiffres, j'ai trouvé la démarche super intéressante. Genre, je le dis, lorsqu'on a des datas, ça permet comme un peu d'élever le débat et de comprendre de mieux de quoi on parle. Et effectivement, le chiffre, moi, qui m'a surpris finalement, c'est le 25% de réactions positives. Je sais que c'était pas vraiment un sondage de la part de la MLS, c'est une compilation de réactions. Donc, sur différentes plateformes, des plateformes qui vont parfois au-delà même de celles qui sont utilisées par chacun. Donc, c'est un portrait qui est très large, qui est vraiment... et sur ça, je ne remets pas en question. Mais la MLS veut sûrement... étant partie prenante, veut aussi justifier le changement qui a été fait par l'une de ses franchises. Et c'est certain que les données sont présentées de la meilleure façon possible. Mais, ceci étant dit, 25% de réactions positives, quelle que soit la façon dont tu veux voir le problème, c'est pas assez. Si
avant le changement, on aurait dit que il y a 25% de gens qui auraient une réaction positive, je pense pas qu'il y aurait une forme de satisfaction. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Après, sur le paquet de neutres, on l'a dit, il y a les questions de la langue, il y a les questions du sarcasme, il y a les questions de comment on interprète. Donc il y a toujours un problème de collecte, un problème d'évaluation. Et ça, c'est le lot de toutes les études. Sur ça, j'ai pas vraiment de problème. Mais sur le 25%, je pense que ça devrait alerter vraiment, enfin 25% de réactions positives, donc j'insiste, ça devrait alerter l'organisation sur vraiment l'ensemble du travail qu'il y a à faire, moins sur le 35% négatif d'ailleurs, curieusement, mais sur l'ensemble du travail qu'il y a à faire pour continuer de convaincre. Et là, à titre personnel, il y a une petite déception. Oui, on est en mode écoute, mais on l'a déjà dit depuis 2 semaines à l'émission, l'écoute doit se traduire par des actions. J'aurais peut-être attendu à ce qu'on soit déjà un petit peu plus en mode action. L'écoute pouvait se faire déjà dès le vendredi 15 janvier sur les réactions qui ont été émises sur les réseaux sociaux et ailleurs. Ben, c'est un peu, en même temps, c'est ce que je comprends, c'est qu'on est en mode écoute depuis ce temps-là. Mais après, d'abord, c'est rarement quand tout le monde est remonté comme des coucous que les choses les plus durables se disent. Ça, c'est mon opinion personnelle. Donc là, moi, je trouve que le ton, et peut-être que tu vois les choses différemment, le ton a changé là, sur les réseaux sociaux. On sent que l'énergie a redescendu un petit peu. Tu as des gens qui ont commencé à avoir le courage de présenter la marchandise qu'ils ont reçue sur les médias sociaux. J'ai l'impression que si la marchandise était rentrée le lendemain, ils se seraient fait bombarder sur Twitter ou ailleurs. Mais maintenant, tu parles de gestes concrets. Quoi? Moi, c'est pour ça que je me rattache à une chose. Et les gens me disent, tu mets trop d'importance là-dessus. Je comprends, je ne suis pas en train de baser le futur ou la réussite de cette opération-là sur un lancement de maillot. Mais le lancement de maillot, tu n'auras jamais eu autant d'attention sur ton maillot. À quelque part, là, le dévoilement de l'effectif l'année passée, on a retenu quoi? On a retenu que Nacho Piatti nous a refusé de dire qu'elle allait être là pour toute la saison. Tu sais, c'est souvent un événement qui est devenu un peu redondant. Là, ça va être différent. Tu vas présenter ton équipe, mais tu vas surtout présenter un nouveau maillot avec une tonne d'attention. Pour moi, c'est là où ce que tu as entendu, ce que tu as écouté, doit être reflété dans ce que tu fais. Mais Sid, juste avant de penser à Jean sur le prochain sujet, tu voudrais voir quoi concrètement? Parce que j'ai l'impression que ça tire dans tous les sens. Ça va de changer d'idée sur le nom puis ramener l'impact. Il y a des campagnes Save the Impact. Il y en a d'autres qui disent il faut qu'on se sente plus important que les influenceurs. Il y en a d'autres qui disent il faut arrêter d'avoir un discours qui est un peu prétentieux, arrogant, peut-être trop confiant, puis avoir un peu plus d'empathie. Concrètement, là, il faut faire quoi pour que ceux qui sont possibles à ramener dans le sillon, ben on arrive à le faire? Ben, avant de répondre directement à ta question, je trouve qu'il y a une colère qui s'organise. Il y a eu une accélération énorme mettons, de la pétition, notamment, qui arrive à 5000 signatures. Ça vaut ce que ça vaut, mais il y a eu après l'indignation, après la surprise et l'indignation, il y a maintenant de plus en plus d'actions concrètes. Et je suis pas certain que cette colère, elle s'estompe, malgré que, effectivement, ceux qui sont en faveur du rebranding et qui sont après aussi en faveur de la nouvelle identité visuelle se montrent de plus en plus, et ce qui de toute façon était déjà présent. Je veux dire, je pense que ça c'est pas quelque chose qui était pas particulièrement nouveau, mais ce que je vois, c'est que on a de plus en plus d'actions qui sont faites par les gens qui sont en colère. Là récemment, par exemple, lorsque le club a annoncé le départ de Yukara Aitala, on a vu comme de nombreux commentaires qui ont été surprenants, comme même de gens qui sont assez proches de l'organisation. Donc j'ai quand même eu, je suis pas certain que juste pour préciser quel genre de commentaires. D'une part, on a eu le commentaire de l'ancien responsable des communications d'Impact de Montréal, Éric Forest, qui s'indignait du fait qu'il n'y avait pas d'image de Yukara Aitala. J'ai trouvé ça quand même assez, pour une personne qui connaît très, très, très bien ce métier-là, j'ai trouvé ça très surprenant. On a de nombreuses captures d'écran qui ont été prises parce que la police, enfin pas la police, la couleur du titre était du noir sur noir, et les gens parlaient comme vraiment d'une indignation par rapport à ça. On a même sur nos propres questions à Loin de s'en foot des personnes qui remettent en question le mot foot. Je veux dire, l'émission date de quand même 5 ans. C'est pas aujourd'hui que tu découvrais qu'on s'appelait Loin de s'en foot. On voit, c'est voilà une forme de comme une colère qui ne s'estompe pas, genre comme vis-à-vis de tout ça. Et lorsque Jason Kisley dit qu'il est en mode écoute, j'aimerais comprendre
qu'est-ce qu'il écoute exactement? Parce que si dans la même respiration, on nous parle de la portée internationale du changement et qu'on voit 2 milliards d'impressions et que ces 2 milliards d'impressions, ça aurait coûté 20 Mhm. millions de les faire, je pense pas qu'on écoute les mêmes choses. Et c'est pour ça que c'est pas mon rôle de dire qu'est-ce qu'il y a à faire, mais genre comme que cette fameuse écoute et empathie se traduisent par des actions. Oui, et là-dessus, là où je te rejoins à 100 c'est que le data qui est bon pour l'entreprise, c'est pas nécessairement le data qui est intéressant et qui est positif pour le client. Et j'ai l'impression que depuis le lancement de ce nouveau brand-là, on a mêlé les choses. On parle un petit peu trop business à des gens qui, eux, veulent se faire parler de leur club, un club qui a changé sans qu'ils le demandent. Puis je pense que c'est là qu'il y a une déconnexion. Un dernier petit commentaire, Sid, sur ce que tu as dit par rapport à Éric Forêt, qui était aux communications avant l'Impact. J'aime beaucoup Eric, je m'entends super bien avec lui. J'ai trouvé ça cheap comme ça se peut pas. Tout ce que je vais dire, c'est attention aux pierres qui sont jetées quand tu es dans une maison de verre. Et celle-là, là, moi, si j'étais au club, puis même pour avoir eu beaucoup d'interactions dans le passé, pour avoir été très dur envers les communications de l'Impact à une époque où Eric était là, j'ai aucune idée quelle responsabilité il y avait, mais je le répète, je l'aime beaucoup, Éric Forêt, mais j'ai trouvé ça vraiment cheap comme commentaire pour quelqu'un qui a quitté l'organisation il n'y a pas si longtemps. Jean, lettre finalement de l'Association des joueurs de la MLS. Là, on repousse d'une petite semaine. Hein? Question de faire durer le plaisir des négociations. On avait une date butoir qui était jeudi soir à minuit, peut-être 11h59 ou vendredi matin, minuit. Finalement, on repousse parce que ce que les joueurs disent, c'est bon, l'entente que vous nous avez proposée, peut-être, on pourrait prolonger la convention collective, mais plutôt que de le faire de 2 ans, on le ferait de 1 an et on voudrait quelques concessions supplémentaires. Là, on a ouvert les discussions pour une semaine de plus. C'est ce qu'on a appris avec une lettre envoyée par la Ligue. On a l'impression que Don Garber, là, il est en train de garder son message. Il donne du temps, mais il est pas mal resté sur son message initial. Ouais, je pense que sous l'apparence de garder la porte ouverte et en offrant cette semaine supplémentaire de concession, je pense que c'est comme un léger durcissement dans le ton de la MLS qui, a priori, la lettre vient de sortir ce matin, le communiqué de la MLS, et je pense qu'il va falloir le regarder vraiment quelques minutes avant qu'on enregistre l'émission, donc il va falloir prendre le temps de bien la regarder à fond. Moi, l'impression que j'ai eue à la première lecture, c'est un certain durcissement dans le ton qui est, on a pris note de la contre-proposition des joueurs et elle ne correspond pas à ce que nous, on est prêt à faire du côté de la MLS. On se donne une semaine pour pouvoir avancer un petit peu, mais et on en parlait très rapidement avant même l'enregistrement. Cette semaine, la MLS a envoyé un message au club et à tout son personnel, disant il faut envisager la possibilité d'un lockout. Jusqu'à hier, honnêtement, cette possibilité, pour moi, elle restait encore dans bon, on le fait parce que on se prépare à tout. C'était tout. Ce matin, ça me semble une possibilité un peu plus grande. Donc là, on a une semaine pour un petit peu regarder et je dirais débroussailler un petit peu les deux propositions et comment ça va se négocier durant la semaine. Mais je pense que cette possibilité-là est un peu plus tangible. Maintenant, les joueurs ont offert un certain nombre de ce qu'ils appellent des concessions, oui, effectivement, dans le sens où, en gros, ce que la MLS a demandé, c'est un gel des salaires sur les 2 prochaines années et pour l'instant aussi, parce qu'on parle aussi des revenus et du partage des revenus télé, parce que des revenus de diffusion, puisque la renégociation des droits des contrats arrive l'année prochaine, si je ne me trompe pas. Un gel aussi au niveau du partage de ces droits. Les joueurs
sont relativement d'accord et demandent des concessions, en particulier sur la durée, parce que la MLS, tu le mentionnais, demande à ce que la convention collective soit repoussée, continue jusqu'en 2027. Ce à quoi les joueurs ne sont pas d'accord du tout, demandent au plus tard 2026, avec des concessions en particulier sur le statut et sur le statut d'agents libres et l'âge minimal de joueurs autonomes, l'âge minimal qui demande à ce qu'il soit baissé à 23 ans. C'est en quoi je ne vois pas la MLS prête à accepter une baisse, pendant qu'ils avaient déjà accepté l'année dernière une première baisse jusqu'à 24 ans et 24 ans et demi ou 24 ans et 5 mois, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Donc j'ai l'impression qu'on se dirige vers une situation où les deux côtés vont se polariser, qu'on a assez clairement pour la semaine qui vient des points de vue qui sont arrêtés et je les vois pas pour l'instant être prêts à avancer l'un vers l'autre. Oui, et s'il y a une année où tu es capable d'y aller un peu plus avec une ligne plus dure dans tes négociations, c'est à un moment où tes propriétaires vont rien perdre comme entrée au guichet pour les premiers matchs parce qu'il y a à peu près personne qui va avoir le droit de faire rentrer des masses dans son stade. Donc, c'est une position de force. Et juste pour préciser la raison pour laquelle, pour l'association des joueurs, la question des joueurs autonomes est importante, ça l'a toujours été. Il fut un temps, pour devenir joueur autonome, il fallait que tu aies 12 ans d'expérience dans la Ligue, puis à peu près 2000 matchs de jouer. C'était hallucinant, puis je pense que c'est une des choses... 27 ans ou... Ouais, c'était fou. Et surtout avec une ligue qui mise de plus en plus sur ses académies. Donc, tu espères voir des joueurs rentrer plus tôt. Puis, tu as des joueurs qui veulent utiliser ça comme tremplin pour aller ailleurs. C'est là où il y a une négociation qui se poursuit. Et c'est pour ça que ça reste un dossier important pour l'association des joueurs. Si on passe à notre segment en temps additionnel maintenant, une nouvelle que j'ai trouvée vraiment intéressante. En Angleterre, bref, la Premier League se prend pour la MLS il y a quelques années qui avait amené le VAR en pleine saison. On va changer les règlements là aussi du côté de la Premier League, la FA Cup, la Women's Super League et la Women's Championship aussi, si je ne me trompe pas. On a, comme toujours, 3 changements disponibles à notre disposition à faire en cours de match. Mais là, on va en ajouter 2 à partir du 6 février. Ça vient vite, c'est la semaine prochaine. 2 changements qu'on peut utiliser si un joueur a une commotion ou présente des symptômes de commotion et on va pouvoir le remplacer de manière permanente pour le match, retirer un joueur à la 63e minute, par exemple, et utiliser un de 2 changements supplémentaires qu'on aura à notre disposition, pas pour utiliser à tout vent, mais vraiment pour utiliser dans des cas de commotion cérébrale. Jean, à quel point des sorties, un documentaire comme celui d'Alan Shearer il y a 1 an et demi ou 2 ans, si je ne me trompe pas, ou des commentaires à la fin de l'année dernière de la femme de Bobby Robson qui est sortie publiquement pour dire que Bobby Robson, une légende en Angleterre, a gagné la Coupe du Monde en 1966. Il a fait partie des Busby Babes de la belle époque de Manchester United aussi. Sa femme est sortie pour dire qu'il était atteint de démence. Son frère, Jack Charlton, qui a joué avec Leeds, si je ne me trompe pas à l'époque, qui a entraîné la République d'Irlande, lui est décédé avec des ennuis de démence aussi plus tôt l'année passée. À quel point ça a précipité les choses et ça fait en sorte que là, en pleine saison, on décide de rentrer des nouveaux règlements comme ça? Ça a clairement précipité les choses. Tu peux rajouter, puisqu'il est décédé à la fin de 2020, Nobby Stiles, qui était un des vainqueurs de la Coupe du Monde 66, qui lui aussi était extrêmement touché était atteint de démence et que clairement la cause était assez claire, avait été diagnostiquée. Donc oui, ça a fait avancer les choses rapidement parce que c'est un dossier qui n'a jamais été abordé. On en a parlé à plusieurs reprises, mais qui n'a jamais été abordé, je dirais, avec suffisamment de sérieux. En tout cas, jamais concrètement. Oh, c'est un problème. Oui, oh là là, il faut faire... qu'est-ce qu'on peut faire ? Non, il faut agir. Et la première chose, effectivement, c'est prendre cette décision qui est un joueur qui présente des symptômes, tu le sors du terrain, sans que ça puisse pénaliser l'équipe, puisque à un moment, c'était
bon, est-ce qu'il peut jouer? Bon, bah, s'il peut continuer à jouer, on va laisser jouer parce qu'on ne veut pas perdre ce changement-là ou on veut pas, oui, on veut pas perdre ce changement-là parce que à première vue, il peut être complètement opérationnel. Et tu sais très bien, on le voit assez régulièrement qu'un joueur qui prend un coup, au bout de 15-20 secondes, souvent il va dire non, non, je suis capable de jouer, je suis capable de continuer. Or, c'est clairement la base du problème, c'est que rarement ces joueurs-là vont être capables de dire wow, stop là, ça va plus. Et regarde ce qui s'est passé il y a 3 mois avec Jiménez à Wolverhampton. Bon, bah, clairement, il a pris un choc grave et d'ailleurs il est encore non opérationnel. Donc ouais, il était vraiment temps d'agir et que être capable de changer un joueur tout de suite dès qu'il y a, je dirais même dès qu'il y a un doute. Point. Ouais. Dès qu'il y a un doute, tu es capable de le changer. Je pense que c'est vraiment essentiel. Oui, et parce que Sid, il y a perdre le changement, mais il y a perdre le joueur aussi. On pense, c'était en 2019, en demi-finale de Champions League, Jan Vertonghen se cogne la tête avec Toby Alderweireld et par la suite, Vertonghen a dit, moi, je jouais pour mon contrat. Déjà, il a fini le match. Moi, je jouais pour mon contrat. Je voulais avoir une entente avec Tottenham ou que d'autres clubs me regardent. Puis j'ai combattu des symptômes de commotion cérébrale pendant 9 mois, puis ça a été terrible. Bien, il y a, à mon sens, puis là, je n'ai pas vu de détails passer là-dessus, peut-être que ça m'a échappé, mais au-delà de la possibilité de faire le changement, il va falloir en venir à un point où tu as l'obligation de faire le changement. Et c'est là où le docteur du club, ben, c'est intéressant parce que tu as la possibilité de dire il n'est vraiment pas capable de continuer, fais ton changement. José Mourinho, par exemple, parce que ça ne te coûtera pas un des 3 changements à la base, mais il y a aussi un docteur indépendant qui pourrait dire ben José, je le sais que tu voudrais le laisser là, mais tu n'as pas le droit en ce moment parce que nous, notre obligation, c'est de protéger le joueur. C'est là où ça va devenir intéressant aussi de voir combien d'équipes ont le guts, le courage de rester droit dans leurs valeurs et d'utiliser ces changements-là systématiquement quand il y a, comme Jean le disait, apparence de commotion cérébrale. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça a été justement l'un des épisodes dans le documentaire sur Tottenham où on parlait, où un médecin confrontait José Mourinho sur l'état des blessures et puis il a tenu son point et c'était assez intéressant que voilà, donc on est capable de même raisonner un José Mourinho, il va pas être content de perdre des joueurs, il est dans une logique de sportif, compétitif, ça, voilà. Mais je crois que ce que j'ai compris, c'est qu'il y aurait aussi une évaluation indépendante qui se ferait. Ce serait d'abord la responsabilité du médecin de l'équipe et qu'il y aurait aussi une autre évaluation qui se donnerait pour juger si le joueur est apte. Ce qui est intéressant, c'est d'une part, je pense que c'est un vrai bloquant le fait que de perdre un changement, aussi trivial que ça a l'air, mais je pense que c'était pour que ça passe au niveau des clubs, il fallait que le changement soit fait sans aucune conséquence négative. Et ensuite, ce que je trouvais très intéressant, c'est qu'il y a un protocole de retour au jeu avec un jour de repos, un jour de vélo elliptique, un jour d'entraînement léger, un jour d'entraînement avec contact, et ensuite au 6e jour de pouvoir jouer avec ses coéquipiers. Et aussi, si 2 fois le joueur est diagnostiqué avec ces symptômes-là, après il doit passer un examen blablabla, pour aller un peu plus loin sur ces traces-là qui, moi je me réfère un peu au film de Will Smith, qui ont des conséquences terribles sur la vie des athlètes. C'est sûr qu'on n'est pas dans du football américain, mais la répétition des têtes sur les défenseurs centrales notamment, et tous les chocs qui sont quand même de plus en plus violents, c'est des athlètes qui sont physiquement au top de leurs compétences, a des conséquences négatives par la suite sur la vie de ceux-ci. On le voit de plus en plus. Bref, une excellente initiative en Angleterre et sachant qu'eux nous annoncent là que ça s'en viendrait le 6 février, qui est demain matin, je vois pas pourquoi la MLS ne pourrait pas faire exactement la même chose dès le début de la prochaine saison. C'est pas comme si c'était quelque chose, qui pouvait vraiment mal virer. Si ça vire mal, c'est parce qu'on n'applique pas ces règlements-là puis on se met pas derrière la santé de nos joueurs. Donc, j'espère que le reste des championnats, à commencer par la MLS, qui là est dans son entre-saison de toute façon, on a le luxe de réfléchir à ça, bien, on va emboîter le pas aussi. Ça nous permet de peut-être faire un petit pas de côté et revenir sur
une journée importante. À chaque année, c'était Belle cause pour la cause le 28 janvier. Ça, c'était jeudi. Donc, hier, on enregistre le vendredi matin, Sid. En voyant à quel point, en tout cas, moi personnellement, là, autour de cette journée-là, puis je le vois de plus en plus entre les deux 28 janvier, il y a des conversations qui s'ouvrent davantage. On a une, euh, une plus grande sensibilité à ces discussions-là sur la santé mentale, mais as-tu l'impression que déjà par rapport à la société de manière générale, c'est clair qu'il y a un gros décalage avec le sport et la société de manière générale. On a un pas de retard d'habitude du côté des organisations sportives. Maintenant, as-tu l'impression qu'au soccer, on a un pas de retard encore plus important, que les conversations sur l'importance de s'occuper de la santé mentale sont encore moins présentes au foot? Oui, oui, alors, tout à fait. C'est vrai que pour moi, ça a été hier un élément déclencheur de me poser la question de la santé mentale dans le foot et d'ouvrir une boîte de Pandore parce il y a quand même pas mal de documentation à Mhm. ce sujet, mais dans la place que ça prend, on peut dire médiatiquement, façon de parler, n'est pas aussi importante que ça peut prendre, par exemple, au football américain ou en NBA, où je me souviens de tribunes de Kevin Love notamment, ou dans d'autres sports ou les sports aussi individuels, car de facto, lorsqu'il y a une baisse de performance, la santé mentale vient comme sujet et comme piste de réflexion. Donc, dans un sport collectif et aussi omniprésent que le foot, ça, c'est quelque chose je ne vois je vois très peu. Il y a eu une étude qui a été faite par la FIFPro en avril 2020, suite justement Mhm. aux effets du confinement et aux effets de l'arrêt. On a vu que environ 22% des joueuses avaient souffert de symptômes liés à la dépression, et au niveau des joueurs, c'était 18%. Mhm. Un autre aspect, c'était que finalement, un joueur sur 10 avait expérimenté des symptômes liés à l'anxiété générale. Ça, c'était effectivement lié au À la confinement, pandémie. au Ouais. coronavirus, à la pandémie. Donc, plus tard, il y a eu un suivi qui s'est fait au niveau du mois de novembre, où finalement on arrivait à des résultats très similaires. Et ce qu'on pensait on pensait une idée reçue qui était que le sport, enfin, ceux qui pratiquent le sport sont moins sujets à des problèmes de santé Mhm. mentale. Mhm. Par contre, les athlètes professionnels, eux, sont plus sujets à des problèmes de santé mentale. Mhm. Donc c'est ça il y a un Exactement. décalage entre nous et eux, et sachant que on voit maintenant ça aux deux spectres, je dirais, d'une carrière. C'est-à-dire, au début, il y a eu le suicide de Jeremy Whitson, qui est un jeune Mhm. de l'académie de Manchester City, qui lorsqu'il a été, il a appris qu'il a été coupé par Manchester City, s'est suicidé. Ça c'est comme, donc, et on s'est posé la question de l'accompagnement des jeunes vers les carrières professionnelles. Et il y a la fameuse petite mort qui correspond à la retraite des joueurs qui maintenant Mhm. font face à un espèce de vide existentiel, où ils ont passé quasiment 15 ans, 20 ans de leur vie à avoir un objectif clair d'être professionnel, et qui tout d'un coup sont lâchés un peu dans ce qu'on appelle communément la vraie vie, et qui généralement souffrent aussi, genre, comme de tous ces troubles mentaux. Donc je regrette limite d'avoir eu l'idée hier, parce que de plus en plus je lis des choses super Mhm. intéressantes sur ça, et je me suis clairement questionné sur le fait que la santé mentale dans le soccer n'est pas un sujet qui est assez présent, sachant que on va le voir de plus en plus avec justement, oui, la pandémie, mais la pression qui est liée Mhm. à ces montants et au foot business qui met, voilà, on est dans un autre football aujourd'hui, et c'est très important de considérer ces aspects-là. Jean? Oui, oui, ah non, absolument, absolument, complètement avec Sid là-dessus. Je pense que on avance. C'est lent, mais on est en train de se rendre compte. On peut citer l'exemple de Gary Speed, tu sais, qui était ancien joueur, qui était à l'époque sélectionneur national, Oui, je pense, et au Pays de Galles. qui s'est suicidé. Ouais, au Pays de Galles, et qui s'est suicidé, et tout le monde était un peu perdu, je pense, pour essayer de comprendre pourquoi. Tout simplement parce que il était complètement au bout. Ça, quand je veux arriver, c'est ouais, il faut un encadrement à l'intérieur. Et actuellement, ce sont les clubs qui sont les mieux placés et qui doivent absolument faire quelque chose à ce niveau-là et mettre en place une organisation à l'intérieur du club. C'est quelque chose qui est en train de se mettre
doucement en place, mais qui est une nécessité. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que le bien-être du joueur est essentiel et peu à peu les clubs ont commencé à le comprendre. Alors, au départ, ils l'ont compris sur des gestes, je dirais, matériels, hein, c'est-à-dire avoir quelqu'un au club, avoir une personne ressource au club pour s'occuper du bien-être de la famille, du bien-être de l'environnement du joueur. Alors, c'était des petits gestes concrets, trouver une école, trouver des petites choses. Ça doit effectivement aller encore plus loin là-dedans, mais c'est à l'intérieur des clubs qu'il doit y avoir une antenne, une ressource effectivement capable de répondre à ces besoins-là. Il y avait jusqu'à très récemment une réticence à en parler, à l'admettre, en discuter ouvertement ou même à poser la question. Je trouve que c'est en train de s'estomper, que de plus en plus, et les sondages et les exemples dont Sid a parlé montrent ça, parce qu'il y a une plus grande ouverture vis-à-vis de ça, une plus grande sincérité vis-à-vis de ça. Il faut l'encourager. Et l'encourager, c'est à travers des exemples, à travers des actions que les clubs, parce qu'au niveau concret, ce sont les clubs qui vont être capables de le faire, que ce soit chez les jeunes, l'exemple du jeune de Manchester City, ou chez les pros du groupe. Effectivement, c'est dans ce domaine-là qu'il y a concrètement les gestes qu'il faut mettre en place, c'est au niveau des clubs qu'il faut le faire. Oui, et en plus de la responsabilité des clubs, moi, je ne déchargerais pas les agents de cette responsabilité-là aussi, parce qu'évidemment, eux ont un travail de négociation à faire, mais je pense que le côté conseil et le côté conseil qui va au-delà de la dernière journée de ton dernier contrat comme joueur, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là. Je ne connais pas assez les dessous de la réalité des agents. Je le sais qu'il y a des cowboys, il y en a qui sont extraordinaires aussi, mais les agents devraient être les plus près de cette famille-là des joueurs parce qu'à quelque part, ben, ils en sont dépendants, ils en sont tributaires. Donc, ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer ça au fil des ans. Peut-être, Jean, une ou deux signatures qui t'ont marqué avec la fenêtre des transferts. Est-ce qu'il y a un ou deux transferts qui ont été plus marquants que les autres jusqu'à maintenant? Le marquant, pas encore, mais on a encore, disons, 3 jours avant la date butoir, et généralement, ces transferts-là arrivent vraiment sur la fin. Ce qui m'a marqué, c'est Odegaard, le jeune Norvégien dont on avait parlé il y a 5-6 ans maintenant, quand il avait signé à 15 ans au Real Madrid. Et on se rend compte, là, donc on arrive à un départ vers Arsenal, parce que il se rend compte et tout le monde se rend compte qu'il n'a pas de temps de jeu. Alors, il a eu un prêt qui s'est avéré extrêmement bon avec la Real Sociedad, mais que l'été dernier, quand le Real Madrid a vu qu'ils étaient un petit peu serrés et tout, ils l'ont rappelé. Il a eu 2 matchs où il a joué et puis plus rien. Donc il arrive maintenant à 20 ans, 21 ans, et au lieu d'être le jeune prodige dont on a parlé, il est en retard sur pas mal de jeunes de sa génération, finalement, maintenant. Et donc, il y a une urgence. Et c'est un joueur de profil un peu Eriksen, meneur de jeu, à bonne vision, etc. Probablement parti trop tôt au Real, parce qu'à ses débuts, il a joué à Castilla, qui est le club filial du Real Madrid. Ensuite, intégré le groupe pro, mais pas vraiment bien. Et je pense que c'est un nouveau départ pour lui et que c'était urgent de le faire. On va maintenant passer, les gars, à nos sujets chauds, des questions intéressantes, comme toujours, à vous proposer. Sid, avant de t'entendre sur la possibilité ou non, je ne sais pas ce que tu en penses, de voir un Frank Lampard débarquer en MLS, Jean, c'est passé quoi? 1 an et demi pour une légende du club à qui on espérait voir une plus grande patience de la part de Roman Abramovich, qui a quand même pris la peine, selon les standards d'Abramovich, ça c'est vraiment extraordinaire, qui a pris la peine de faire un communiqué personnel pour remercier Frank Lampard. Ça, c'est la tape dans le dos de toutes les tapes dans le dos dans l'univers d'Abramovich.
Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Frank Lampard, en temps de pandémie, on considère que c'est le temps de le remplacer par Tuchel? Il s'est passé qu'il était dans une situation, dès le départ, il était dans une situation intenable. Il est arrivé à Chelsea comme ancienne vedette du club avec un minimum d'expérience Mhm. de manager à Derby. Et d'un seul coup, on lui a proposé le poste parce qu'il n'y avait pas d'autre option qu'avec Sarri et si tu veux, Mourinho, Conte, Sarri, ça n'a pas duré tout ça. Donc il fallait quelqu'un en se disant, on va prendre quelqu'un du club qui connaît le club et de façon à ce qu'il puisse travailler de façon durable. Ce qui se passe, c'est qu'il arrive à Chelsea au moment où, ils sont en interdiction de recruter complètement Mhm. parce que, en raison d'une décision de la FIFA. Et deuxièmement, où ils perdent leur meilleur joueur qui est Hazard, qui part à Madrid. Donc Montréal. on lui dit, tu vas faire avec et ça tombe bien parce que tu es Frank Lampard, que tu connais la maison et que de toute façon, on ne peut rien faire. Tu vas essayer d'intégrer de plus en plus de jeunes, parce qu'on sait très bien depuis des années que Chelsea prête des dizaines de joueurs tous les ans, et ils ont plein de joueurs sous contrat qui sont ici et là un peu partout en Europe, et qu'il est temps de les ramener à la maison, et puis de commencer à les faire jouer. Donc il a essayé, et clairement, c'est quelque chose qu'il a eu qu'il a eu beaucoup de mal à gérer et sans pouvoir trouver une ligne directrice. Et je crois que ça, c'était un problème, c'est que il a jamais trouvé vraiment un 11 ou un noyau de base qu'il pouvait faire avancer avec des changements. Alors, il a intégré des jeunes. Hein. Il a intégré Abraham, Hudson-Odoi, Mount, Tomori. Il a quand même essayé des choses. Simplement, c'est limité. Et il n'avait pas les outils, parce que ça demande beaucoup, beaucoup d'expérience, d'être capable d'intégrer des jeunes dans un groupe pro avec des grosses Mhm. personnalités. Il n'avait pas les outils. Ce qu'on dit peut-être pas assez, c'est que dans ces cas-là, quand tu débarques, et même si tu es un habitué de la maison, etc., tu as quand même des fortes personnalités dans ton vestiaire et que généralement, tes adjoints te permettent de faire la soudure, de prendre la température. Or, il avait des adjoints qui étaient aussi inexpérimentés que lui. Donc, il y avait aucun lien avec certains joueurs cadres du groupe. Et c'est finalement ce qui l'a plombé, c'est qu'il n'a pas le support du groupe, vraiment. Et comme les résultats ne viennent pas, et ça, c'est en partie de sa faute parce qu'il n'arrive pas à trouver un système de jeu qui Mhm. avance, eh ben, au revoir Frank Lampard. Bon, pour revenir à la question de Guy, Sid, la MLS pour Frank Lampard, verrais-tu ça comme une option viable pour lui? Oui, parce que malheureusement, lorsque tu es pris dans le club de ta destinée, qui est effectivement Chelsea, bon, peut-être Aston Villa dans une moindre mesure, et que ça fonctionne pas, ben, les points de chute sont compliqués par la suite pour Lampard. Je pense que la MLS qu'il connaît, un peu dans un peu à la Thierry Henry, si on Mhm. peut dire, peut représenter quelque chose. Peut-être même que d'ailleurs, peut-être que Beckham se demande s'il aurait peut-être pas dû attendre une semaine pour choisir son coach du côté de Miami. Mais oui, ce sera, pour l'instant, je pense que il faudra qu'il prenne une pause, qu'il essaie d'apprendre justement au niveau des erreurs que Jean a mentionnées. Et oui, je pense qu'il y a une forme de logique avec son parcours à New York CFC de pouvoir le voir en MLS. Quand même intéressant, hein? C'est pas, il n'y a aucune garantie de succès, mais quand même, un ancien d'Arsenal à la tête du CF Montréal, un ancien de United, puis Everton à la tête de Miami. Tu as Heinze qui a joué au PSG, qui a joué en Premier League, qui a joué en Espagne Bienvenue. aussi, ouais, qui se ramasse à Atlanta. Elle évolue, hein, cette ligue-là. Fascinant. Aux 18 mois, il y a comme une nouvelle tendance qui se dessine. Très, Yeah. très hâte de voir ce que ça va donner en 2021, si on a une saison, parce que là, on ne veut pas de lockout. Là, ça va faire. Là, il y a assez de restrictions en ce moment, un couvre-feu, puis pas le droit d'aller au magasin, puis tout. On peut-tu avoir une ligue qui commence, s'il vous plaît? Deuxième question, celle de Michael Forcier, c'est le CF Montréal dit être en mode écoute. On en parlait plus tôt. Est-ce que ça aurait été plus simple d'être en mode écoute au moment du processus créatif? Moi, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Est-ce que tu penses que les supporters,
aurait dû faire partie de la réflexion en amont. Parce que ce que tu as dit l'autre jour, et je suis tout à fait d'accord avec toi, ça c'était quelques heures, si je ne me trompe pas, après le dévoilement ou peut-être le lendemain, tu disais pourquoi est-ce que le pitch n'a pas été fait à quelques personnes pour voir comment c'était reçu? Mais ça veut dire que tu pitches ce qui est déjà créé, l'idée qui est déjà conçue. C'est juste la manière de passer le message. Et là-dessus, moi, j'y avais pas pensé à ça, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, si on remonte plus tôt dans le processus, est-ce que tu penses que le processus créatif, on aurait dû y inclure des supporters de l'Impact? Ça aurait été le fun, oui, mais peu réaliste. Je pense que si on était dans une vision de juste changement d'identité, je pense que ça n'aurait pas posé problème et ça aurait pu être même quelque chose de très, très apprécié auprès de la communauté. J'avais posé la question, tu m'avais retweeté d'ailleurs, j'ai apprécié, au niveau de l'agence Pigeon qui a fait le Oui. logo, les deux logos, et qui, en fouillant auprès des anciens, n'a consulté personne et a posé 2 logos. Les logos étaient appréciés, donc les gens ne se sont pas demandé est-ce qu'ils auraient dû être consultés. Maintenant, lorsque le résultat est pas bon, effectivement, on se demande Ouais. si la façon de faire était adéquate. Je crois que si c'était simplement un renouvellement de logo, oui, de faire une espèce de gros concours dans la communauté et de voir un petit peu une forme d'émulation, puis pourquoi pas un vote, ça aurait été très très innovateur d'ailleurs, comme j'aurais et très très Mhm. cool, mais dans ce qu'ils ont fait, ce rebranding qui est vraiment au niveau structurel et finalement un changement de club, un déménagement au même endroit, je pense pas que ça aurait été possible de pouvoir inclure les supporters. Et de toute façon, je pense même que leur inclusion n'aurait pas empêché des réactions négatives de ceux qui n'auraient pas été d'accord. Ouais. On aurait rapidement balayé ça au même titre que on l'a vu à partir du moment où la cloche est arrivée. On a dit que ces 42 étaient toutes sortes de vendus et patati patata, avant que Mhm. ça devienne partie des protocoles et des symboles forts au stade et qu'on accepte un petit peu, enfin, qu'on accepte tout court la présence de la cloche. Donc, c'est pas forcément parce qu'il y a une inclusion que forcément il y aura une adhésion. Et on le voit, c'est un sujet assez sensible. C'est pour ça que moi je reste plus sur la position que comment amener une fois que le changement est établi, on va dire à 80%, comment amener et comment accompagner donc le 20% à ce moment-ci, oui, avec des anciens, oui, avec des représentants des supporters, pourquoi pas, donc, enfin, toutes sortes de parties prenantes. Mais je pense, en tout cas, je trouve que ça aurait été très, très, très délicat comme exercice. Ouais, moi, je pense que tu aurais frappé un mur en faisant ça. Même si tu avais été rempli de bonnes intentions, la conversation aurait viré sur pourquoi on est en train de faire un rebrand plutôt que vers quoi on devrait se diriger. Et je pense que c'est ce qu'on voulait éviter, puis d'être capable d'aller, tiens, droit devant. Jean, avais-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Ouais, parce que, simplement ce que tu dis, Lacide, c'est un peu comment faire passer la pilule, en fait. Hein, parce que, au bout du compte, à partir du moment où l'idée même de rebrand est arrivée, ça laisse faire. Ouais. C'était OK. Donc après, c'était une question de comment, jusqu'à quel point. Mais à partir du moment où l'idée était là, tu savais que ça allait se traduire concrètement par quelque chose. Alors bon, ça c'est pas nouveau. On en a parlé déjà à partir du moment où la première rumeur est sortie. On a dit, ce serait bien de consulter un petit peu les gens de voir un petit peu ce qu'ils en pensent, etc. Lors de la présentation pour dévoiler donc le nouveau nom et le branding, le club a annoncé qu'il y avait quand même eu une prise de température, on va appeler ça comme ça, chez les supporters, et que ça les avait, en tout cas, qu'ils avaient continué dans ce sens-là, suite à cette prise de température-là. Donc, je te dirais, au bout du compte, je ne suis pas sûr que ça aurait changé grand-chose. Ça aurait peut-être permis d'arrondir certains angles, mais je pense qu'on serait pas mal proche de ce qu'on a là, même avec une consultation plus ouverte, disons. Ouais, parce que les gars, le nœud du truc, c'est que tu as une organisation qui croit que pour le bien de son entreprise, tu avais besoin de faire un rebrand. Il y a un paquet de supporters de longue date, très attachés à l'ancien brand, qui disent touche pas à ça, c'est pas ça qu'il faut faire, vous avez juste à investir sur le produit sur le terrain.
c'est ça qui va régler nos problèmes. Mais on parle pas, on parle deux langues différentes. Et c'est là Yeah. où je vous rejoins. Pour ce qui est, tu parlais de faire passer la pilule, d'aller prendre le pouls des supporters. C'était quand même, moi je comprends la démarche, mais c'était quand même un peu maladroit de dire on est allé consulter les ultras, par exemple, avec des conversations informelles. C'était probablement la manière de faire pour aller sonder ce qui était important pour eux, puis essayer de prendre la température, comme tu le dis, Jean. Mais après, pour les ultras, je peux comprendre que quelqu'un se sente à quelque part trahi ou qu'il y ait une certaine méfiance par la suite. Et je pense Tout qu'il à fait. est là le nœud du truc, encore une fois, c'est que dans notre manière de le présenter, on explique l'approche business à des gens qui ont des émotions attachées au club et au sport. Et on parle encore deux langues différentes. Tout Et à c'est fait. ce qui fait que, ben, on a hâte que le maillot sorte parce que le maillot, peu importe la langue que tu parles, j'espère que les images vont parler et vont être capables de passer le message qu'on cherche à passer pour le futur. Maintenant, on termine, Jean, avec une question de Stefano Lamberto. Je présume que c'est Stéphane Lambert, mais si c'est vraiment Stefano Lamberto, Stefano, on te salue. La question de Steph, c'est que pensez-vous du travail le travail de David Moyes à West Ham? Est-ce qu'il peut finir dans le top 6? Là, West Ham, qui est une équipe qui d'habitude est heureuse de survivre et de ne pas être reléguée, là, il s'invite dans le top 4. Il s'en va chercher des joueurs comme Jesse Lingard en prêt. Moyes devait avoir 6 mois à son contrat. Là, finalement, il va rester en Premier League. Ça prolonge d'1 an automatiquement. Il reste 18 mois à son contrat. Il est en train de parler d'une renégociation à plus long terme. On est dans quel monde, là? Bon, d'abord, je suis un fan absolu de David Moyes. OK? Depuis Everton, j'étais extrêmement content lorsque Ferguson l'avait. Parce que honnêtement, c'était le profil. Il ressemble dans son parcours, dans son vécu initial, tellement à cette famille d'entraîneurs que tu peux remonter à Busby, Shankly, Clough, Jock Stein, etc. Il appartient à cette famille de très proche du milieu ouvrier, des travaillistes, très ancré dans la tradition du jeu et du local, du jeu pour les gens. Et qu'il n'ait pas fonctionné à United, je ne suis pas non plus complètement surpris parce que c'était un autre monde pour lui. Mais maintenant, ce qu'il fait à West Ham, ouais, ça rentre parfaitement là où il est vraiment le plus habile et où il est capable vraiment de développer quelque chose, comme il l'a fait pendant des années à Everton. Parce que il a quand même, avec des moyens extrêmement limités et avec un groupe limité aussi. Ce qu'il avait fait à Everton, c'était quand même intéressant comparé au haut de la ligue qui évolue avec des moyens complètement différents. Ce qu'il fait à West Ham, c'est une sorte des géants endormis, au centre quasiment, en tout cas bien implanté dans Londres, avec, eux, ils ont ce stade olympique maintenant qui est, eux aussi, c'est une forme d'éléphant blanc quand même, faut pas, parce que, surtout en ce moment, mais c'est surtout après avoir quitté Bowling Ground, qui était un stade mythique et tout, ils se retrouvent avec ce grand stade, avec une situation donc dans Londres qui devrait leur permettre de rayonner, avec la concurrence de 3 clubs gigantesques à côté, qui est un peu un problème, mais peut-être qu'à Londres, justement, le côté local est tellement fort que ils sont capables de faire quelque chose. Et ils ont les moyens. Il faut être un petit peu ingénieux. Là, ils ont fait un coup énorme qui est d'aller chercher Benrahma. Benrahma, c'est l'un des joueurs qui ont fait une saison extraordinaire l'an dernier avec Brentford. Brentford, c'est un autre club de Londres. Brentford, c'est un club qui tient à cœur particulièrement, mais qui a fait une saison extraordinaire l'an dernier, qui s'est planté juste au dernier moment lors du play-off pour arriver en Première Ligue, mais qui a fait un travail formidable. Et c'était l'un des 3 joueurs, Benrahma, 3 joueurs devant, qui a vraiment mis le feu l'année dernière, et qui là est. Il y a toujours ce passage Championship Première Ligue, on se demande si le joueur a le niveau. Lui, il n'y a pas eu de problème. Je te dirais parce que
Il ressemble un petit peu, il a un peu le même style on en a parlé beaucoup que Mahrez, par exemple, à l'époque. Un peu plus en meneur de jeu, peut-être un petit peu moins incisif, mais c'est vraiment le gars qui semble focaliser un petit peu le système d'attaque. Soucek en milieu défensif avec Noble et Declan Rice, formidable. Actuellement, il s'est intégré super bien et c'est vraiment l'un des joueurs marquants. Michael Antonio, qui est un joueur tu peux faire. Il a joué partout à part gardien peut-être. Il continue d'être extraordinaire. Donc il a ce qu'il faut. Il n'y a pas de super grande vedette, mais il a des très très bons joueurs. Et je pense que c'est exactement le modèle dans lequel David Moyes est capable de s'exprimer le mieux. Alors ouais, un top 6, c'est tout à fait possible. Je pense que ce qui est important pour eux, c'est qu'ils soient capables de rester dans les 8 premiers de façon régulière. Et ça, c'est sur 2-3 ans. Or, prolonger David Moyes, je pense que c'est le meilleur moyen d'y arriver. Bon, moi, ce que je retiens dans tout ça, c'est je ne sais pas si tu étais au courant, mais Brentford, fan fini, Jean Gounel, de Brentford. Il va falloir qu'on parle de ça la semaine prochaine, c'est certain. Sid, juste avant de terminer, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, en fait, je réalise que tantôt, j'ai dit Aston Villa, mais c'est West Ham, l'ancien club de Lampard, Ouais. et que c'est deux équipes qui ont le même maillot. Avec son père. D'ailleurs, et donc, qui ont le même maillot, m'ont fait. Voilà, j'ai confondu, mais effectivement, c'est bien West Ham dont je voulais parler tantôt pour un point de chute éventuel. Oui, tu as raison, parce que Aston Villa, façade de stade d'un côté extraordinaire, mais je te confirme que Birmingham, c'est pas la même chose que Londres. Alors là, pas du tout, même dans le coin du Bowling Ground. Sid, Jean, merci beaucoup les gars, toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. On vous invite à nous partager vos questions tout au long de la semaine avec le hashtag LDSF sur Twitter et à continuer de consommer et partager notre contenu rds.ca/balado-diffusion, iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.